Associé tout d'abord aux remerciements qui ont déjà été donnés, évidemment à Sandy, Mathieu, et puis également Benjamin, que j'ai vu tout à l'heure au fond de l'amphi, Benjamin Mathieu, qui est co-directeur aujourd'hui du master d'ingénierie patrimoniale, un master que j'ai dirigé, que j'ai co-dirigé avec Mathieu Robineau pendant 5 ans. Je pense qu'on a fait du bon boulot pendant ces 5 années. En tout cas, je suis très content de voir que ce master se renouvelle aujourd'hui avec effectivement cette nouvelle dénomination d'ingénierie patrimoniale. Alors effectivement, au-delà de la question sémantique, gestion de patrimoine, ingénierie patrimoniale, moi aussi je me suis posé la question, finalement, qu'est-ce qui différencie les deux? Je crois qu'il y a dans l'ingénierie patrimoniale peut-être quelque chose en plus de la stratégie patrimoniale, effectivement l'étude des modalités, des stratégies qui vont permettre d'optimiser la gestion du patrimoine, mais on en reviendra toujours de toute façon à la gestion elle-même. Alors, on m'a demandé d'évoquer avec vous l'ingénierie du patrimoine immobilier. Alors, le fait que je sois par ailleurs notaire est sans doute le fruit du hasard dans le choix de ce sujet, mais en tout cas, c'est un sujet très très intéressant, c'est surtout un sujet très vaste. C'est un sujet très vaste, l'immobilier, et bien évidemment, je vais le délimiter comme il se doit. Alors l'immobilier, c'est quelque chose d'important parce que l'immeuble, c'est vraiment le premier élément constitutif du patrimoine des Français. C'est souvent même le seul élément. C'est en tout cas leur premier choix lorsqu'il s'agit d'arbitrer la composition de leur patrimoine, car être propriétaire de son logement, c'est tout à la fois investir pour soi, capitaliser, mais c'est également se projeter dans l'avenir en ayant la volonté de transmettre un patrimoine à ses proches et en particulier à ses enfants. Donc, monsieur le professeur Grimaldi l'évoquait évidemment à l'instant. Alors, pour les propriétaires de patrimoine plus important, le choix de l'immobilier, c'est un choix de diversification. Et la diversification, quand on enseigne la gestion de patrimoine, eh bien, c'est le premier élément. Il faut savoir diversifier son patrimoine. On ne met pas tous ses œufs dans le même panier. C'est en tout cas un actif au rendement assuré, parfois source d'économie d'impôts. Cependant, il faut bien reconnaître qu'aujourd'hui, le patrimoine immobilier n'est pas le plus favorisé. Considéré effectivement comme une source d'immobilisme économique, l'immeuble fait l'objet de ce que je qualifierais d'acharnement fiscal. Pourquoi avoir supprimé l'impôt de solidarité sur la fortune et maintenir ou créer l'impôt sur la fortune immobilière? Pourquoi les revenus fonciers sont-ils aujourd'hui les revenus les plus taxés? Ces questions se posent, alors même que d'un autre côté, il a toujours été admis que l'immobilier était le secteur le plus créateur d'emplois. C'est pourquoi il existe d'ailleurs depuis des décennies des lois fiscales qui favorisent l'investissement dans l'immobilier locatif, une loi succédant à une autre dans un cycle sans fin. Il faut créer des logements, mais dans le même temps, il ne faut pas que l'épargne des Français s'oriente massivement vers l'immobilier. C'est donc un difficile équilibre qui est à trouver, alors qu'actuellement, sous l'effet de taux d'emprunt immobilier historiquement bas, jusqu'où va-t-on descendre? La volonté d'acquérir un immeuble n'a jamais été aussi forte. Alors, on avait organisé un colloque il y a 2 ans ici sur le renouveau de l'immobilier. Donc j'avais choisi ce thème du renouveau de l'immobilier. À l'époque, on m'avait dit, pour le renouveau de l'immobilier, qu'est-ce qu'il y a de renouvelé dans l'immobilier? Mais je crois qu'aujourd'hui, quand on voit effectivement le niveau des ventes immobilières, puisqu'on dépassera peut-être cette année le million, ce qui n'a jamais été fait, on est à 980 000 ventes d'immeubles anciens l'année dernière, on peut vraiment parler, en tout cas, d'aujourd'hui de renouveau de l'immobilier. Alors c'est un tableau qui se dessine, ce que j'appellerais une sorte de toile issue de l'impressionnisme, qui nécessite évidemment de prendre du recul si l'on veut bien distinguer les contours de ce patrimoine immobilier. Et si on fait cet effort de prendre du recul, eh bien, on identifie immédiatement les points sur lesquels l'attention doit porter et on s'oriente alors très naturellement vers l'ingénierie de ce patrimoine immobilier particulier. Cette ingénierie, elle va s'articuler autour de 2 axes majeurs. La propriété du patrimoine immobilier, ce que j'aborderai dans un premier temps, où l'on va s'interroger notamment sur les modalités d'acquisition et de conservation de l'immeuble,
et ensuite autour de l'imposition du patrimoine immobilier. Il y a effectivement dans cet enjeu, je dirais, que représente l'immeuble, un enjeu juridique, je dirais, avec son prolongement économique, et puis il y a un enjeu fiscal. Donc naturellement, j'orienterai mes propos autour de ces deux enjeux. Alors tout d'abord, la propriété du patrimoine immobilier. L'achat évidemment d'un immeuble, bien, c'est un acte d'investissement, une capitalisation à long terme. Qu'il s'agisse d'un achat utile pour se loger ou d'une volonté de rentabiliser l'achat d'un bien immobilier, la question des modalités d'acquisition va se poser immédiatement. Et puis ensuite, lorsque cet achat se fait en vue d'occuper l'immeuble, l'ingénierie patrimoniale trouvera encore, je dirais, à s'appliquer s'agissant des modalités de conservation de cet immeuble. Alors tout d'abord, les modalités d'acquisition de l'immeuble. Lorsque l'on acquiert un immeuble, il y a des situations simples qui vont se présenter. Je prendrai l'exemple d'un couple marié sous le régime de la communauté d'acquis. Bon, il n'y a pas de difficulté majeure, si ce n'est l'éventuelle question de l'emploi ou du remploi de fonds propres, évidemment. Mais pour des époux qui sont séparés de biens ou des concubins, qu'ils soient pacsés d'ailleurs ou non, la question des quotités d'acquisition va évidemment se poser immédiatement et elle devra être gérée, je dirais, avec prudence et surtout avec anticipation. Mais si l'on souhaite évidemment s'écarter du régime de l'indivision, qui peut être source de blocage, alors il y a eu des améliorations dans la loi, effectivement, en 2006, en 2009, mais enfin, ça reste quand même une situation qui n'est pas, je dirais, idéale. La détention de l'immeuble pourra alors se faire à travers une société civile immobilière. L'acquisition en indivision, tout d'abord, il y a un principe important en la matière, c'est que le droit de propriété est indépendant du financement. Il en va naturellement ainsi lorsque des époux séparés de biens ou des concubins se portent acquéreurs d'un bien immobilier. Si aucune mention n'est portée dans l'acte d'acquisition, eh bien chacun sera considéré comme propriétaire pour moitié, indépendamment du financement qui a été assuré. Alors, en cours d'union, je dirais ça ne posera pas trop de difficultés. Par contre, en cas de séparation, les époux ou les concubins vont faire les comptes. C'est alors que celui qui a financé évidemment plus que la moitié va avoir des revendications. Il faut donc sensibiliser véritablement les acquéreurs sur ce point en leur expliquant tout simplement l'importance de faire coïncider le financement avec la quotité d'acquisition. Ce n'est pas toujours simple, car cette rigueur comptable, je dirais, n'est pas la préoccupation première des acquéreurs qui vivent en couple et qui ont plutôt un esprit égalitaire. On peut le comprendre aisément, car comme je le dis souvent, qui dit communauté de vie dit communauté d'intérêt. Donc ça me paraît tout à fait légitime. Et c'est particulièrement vrai pour l'achat de la résidence principale du couple, le logement de la famille. Or, le remboursement des échéances d'un emprunt qui a été contracté pour l'acquisition de ce type de logement constitue une dépense de la vie courante. Il y a de la jurisprudence à ce sujet et il n'y aura pas, si vous voulez, de rétablissement à ce niveau. Alors, les quotités d'acquisition devront être fixées en fonction du financement assuré par chacun des acquéreurs, en tenant compte de leurs apports personnels, de l'emprunt qui va être fait pour compléter effectivement l'apport. Et puis, il faudra également envisager la question des travaux, puisqu'il peut être envisagé des travaux rapidement. Eh bien, tout ça devra être pris en compte. Et le détail de ces quotités d'acquisition devra être mentionné dans l'acte d'acquisition. Les notaires sont particulièrement vigilants sur ce point. Et je salue d'ailleurs mes confrères ici présents, puisque j'en vois plusieurs. Mais l'importance de bien fixer ces quotités d'acquisition dans le titre de propriété se révélera également lors de la revente ou du partage de l'immeuble. La meilleure solution, afin d'éviter toute difficulté future, eh bien là encore, c'est de mentionner la méthode de calcul dans une clause qui figurera tout simplement dans l'acte d'acquisition. Donc ici, c'est vraiment une question d'anticipation et de prévoyance pour qu'il n'y ait pas de difficultés à l'avenir. Alors si on ne se satisfait pas évidemment de cette acquisition en indivision, ce qu'on peut comprendre, on pourra assez naturellement s'orienter vers l'acquisition à travers une société civile immobilière.
Alors je rassure tout de suite le professeur Ovas qui me regarde. Je ne vais pas explorer le sujet de manière très approfondie. Je vous en laisse évidemment toute la primeur. Hein. Vous le ferez beaucoup plus brillamment que je ne pourrais le faire moi-même. Mais je vais quand même en dire 2-3 mots si vous me le permettez. Alors la société civile immobilière, on sait bien en gestion de patrimoine, et nos étudiants gestionnaires de patrimoine le savent a fortiori, c'est un outil privilégié de la gestion de patrimoine. Pourquoi ? Parce qu'elle peut répondre à différents objectifs susceptibles d'évoluer dans le temps. On a parlé d'anticipation patrimoniale, ça peut être effectivement un moyen d'anticiper une succession future. Alors c'est une structure juridique qui présente l'avantage de la stabilité et de l'adaptabilité. Par ailleurs, la souplesse de gestion et le formalisme réduit de cette forme de société laissent aux associés une grande liberté statutaire et de fonctionnement. Alors, il y a effectivement un minimum, hein, on l'évoquait tout à l'heure avec le professeur Grimaldi, bon, il faut quand même au moins une délibération chaque année, ne serait-ce que pour donner quitus au gérant, et il faut quand même avoir une comptabilité, je dirais à minima, ne serait-ce qu'une comptabilité de caisse. Mais en tout cas, cette société civile sera souvent préférée à l'indivision afin d'éviter les blocages, car la gestion de la SCI, évidemment, est dissociée de la propriété de l'immeuble. Mais attention, la SCI ne doit pas être parée de toutes les vertus. Moi, j'ai beaucoup de clients qui viennent me voir en me disant « on veut faire une SCI », et à la fin de l'entretien avec moi, ils repartent « on ne fait pas la SCI ». Je me demande s'il ne faut pas que je change mes éléments de langage. Alors cette SCI, évidemment, elle présente incontestablement de gros avantages, mais elle peut aussi être source d'inconvénients. Tout d'abord, en cas de mésentente entre les associés, il sera difficile d'en sortir. Il faudra alors se tourner vers les tribunaux qui, effectivement, accueillent restrictivement les demandes en dissolution qui sont présentées par un associé. Et puis surtout, lorsque ce sont les époux qui constituent une société civile immobilière pour acheter leur résidence principale, il faut faire attention puisqu'ils ne pourront pas bénéficier de l'article 763 du Code civil qui accorde aux conjoints survivants la jouissance gratuite du logement pendant 1 an à compter du décès, parce que cet article ne s'applique qu'à la détention directe de l'immeuble. Il en va de même pour l'article 764 du Code civil qui accorde un droit viager au logement. Alors ces 2 textes visent très clairement le logement appartenant aux époux et ne peuvent donc s'étendre à la détention indirecte via une SCI. Il y avait une réponse d'ailleurs ministérielle à l'époque, en 2005 je crois, sur ces thèmes précisément. Alors l'abattement de 30% également qui est effectué sur la valeur de l'immeuble pour l'IFI aujourd'hui, hein, mais pour l'ISF avant le 1er janvier 2018, cet abattement de 30% ne s'applique pas à la résidence principale lorsqu'elle est détenue via une SCI. Cet abattement de 30% est prévu aujourd'hui par l'article 973 du Code général des impôts. Et à ce sujet, d'ailleurs, il y a effectivement une QPC qui a été transmise au Conseil constitutionnel, je crois ce mois-ci, suite à un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 17 octobre 2019, pour effectivement savoir si il est bien normal et s'il n'y a pas une inégalité devant l'impôt devant ce traitement différent, détention directe, détention via une SCI. Donc la question risque de rebondir dans les semaines à venir. On sera très attentif évidemment à la réponse du Conseil constitutionnel. Alors au-delà des modalités d'acquisition, va se poser la question des modalités de conservation de l'immeuble. La propriété effectivement indivise de l'immeuble par un couple, marié ou non, conduit naturellement à s'interroger sur le sort de ce patrimoine en cas de décès. Et là, je dirais, c'est également de l'anticipation, patrimoniale. Alors cette question, elle va devoir être abordée en amont de l'acquisition elle-même. Là, il y a 2 possibilités. Soit on souhaite conserver l'immeuble en jouissance, ou soit on souhaite effectivement le conserver en pleine propriété, parce qu'on souhaite pouvoir tout simplement disposer de cet immeuble. La conservation en jouissance de l'immeuble, tout d'abord, un couple fait l'acquisition effectivement de sa résidence principale. Quelle va être sa première préoccupation ? Ça va être de garantir en cas de décès la jouissance du logement au conjoint, au partenaire ou au concubin.
Alors à l'évidence, pour cet objectif, qui est tout à fait effectivement prioritaire, la forme de conjugalité choisie ne sera pas indifférente. Si pour des personnes mariées, eh bien, la solution sera vite trouvée dans les différentes modalités alternatives et modulations qu'autorisent les donations aux derniers vivants, hein, l'institution contractuelle qu'évoquait le professeur Grimaldi, eh bien, il n'en ira pas de même, évidemment, pour des personnes qui n'ont pas choisi le statut du mariage. Alors certes, une libéralité à cause de mort pourra être prévue, un testament, hein, tout simplement. Hein. Libéralité à cause de mort, c'est pas très élégant, mais c'est ça, le testament. Mais si vous voulez, quand on va faire ce testament, on va léguer l'usufruit. On va léguer l'usufruit, effectivement, du logement. Or, cet usufruit légué, à partir du moment où il y a des enfants du couple ou des enfants d'un premier lit du défunt, eh bien, il ne pourra pas porter cet usufruit sur la réserve des descendants, parce qu'il va s'appliquer sur la quotité disponible ordinaire uniquement. Seuls les époux mariés peuvent effectivement appréhender la réserve des descendants via la quotité disponible spéciale entre époux, mais pas pour les personnes qui ne sont pas mariées. Dès lors, la tentation peut être forte de se tourner vers d'autres techniques, et c'est là aussi où l'ingénierie patrimoniale trouve à s'exercer. Quelles sont les solutions de substitution qui existent ? Il a ainsi été imaginé un montage intitulé double indivision croisée. Alors quel est le principe de ce montage ? Il consiste à faire acquérir la moitié du bien en nue propriété et la moitié en usufruit par chacun des concubins. Au premier décès, eh bien, le survivant sera ainsi propriétaire de la moitié en pleine propriété et il aura l'usufruit sur l'autre moitié. Le survivant a donc bien la jouissance exclusive du bien, de l'immeuble, qui ne pourra pas être vendu sans son accord. Par ailleurs, et contrairement au legs d'usufruit que j'évoquais, eh bien, il n'a pas à craindre une réduction pour atteinte à la réserve. Alors le mécanisme, si vous voulez, est séduisant dans son principe, mais ce montage est pourtant contestable, car la nature même du droit indivis ne l'autorise pas. En effet, il n'est pas possible de dissocier la quote-part de chacun des indivisaires et par conséquent, propriétaires de la moitié en nue propriété et de la moitié en usufruit sont finalement propriétaires chacun de la moitié en pleine propriété. Et en fait, d'indivision croisée, on se retrouve en face d'une indivision tout à fait ordinaire. Alors cette technique suppose, pour être efficace, l'existence de biens divis, qu'on puisse distinguer. C'est pourquoi ce montage est plutôt admis, effectivement, dans le cadre d'une société civile immobilière, par exemple, où là, effectivement, on aura, si vous voulez, des parts de société qui pourront, le cas échéant, faire l'objet d'un échange. La conservation en jouissance, si elle n'est pas considérée comme suffisante, eh bien, on pourra s'orienter vers une conservation en pleine propriété. Alors là, évidemment, c'est plus compliqué. Là, l'ingénieur du patrimoine, hein, je sais bien que le terme ne vous plaît pas, mais voilà, va devoir effectivement se creuser un peu les méninges et trouver une solution. Eh bien, on va, vous l'évoquiez, monsieur le professeur Grimaldi, rechercher justement dans des techniques civilistes anciennes. Il y en a une en particulier qui est intéressante, c'est le pacte de tontine. Donc, ce n'est pas tantine pour les étudiants, c'est tontine. Donc, ce n'est pas la même chose. Le pacte de tontine est une clause au terme de laquelle 2 ou plusieurs individus achètent un immeuble ou tout autre bien en stipulant que le survivant d'entre eux sera seul propriétaire de l'intégralité du bien acquis. Il a été découvert et mis au point par le notariat, donc, sans être régi aujourd'hui encore par aucun texte légal, mais sa validité a été reconnue de longue date par la jurisprudence, alors sous réserve évidemment de remplir un certain nombre de conditions et au prix de quelques précautions rédactionnelles. Il en résulte donc que les acquéreurs, propriétaires de leur part sous condition résolutoire de leur décès et de la totalité du bien acquis en commun sous la condition suspensive de leur survie, ne sont pas en situation d'indivision. Une action en partage serait donc vouée à l'échec. Et seule la commune intention des parties pourra permettre de vendre l'immeuble ou de céder ses droits conditionnels à l'autre acquéreur. En revanche,
Et un point sur lequel il faut être attentif, c'est que si l'acquisition a été réalisée au départ en indivision, il ne sera plus possible, effectivement, de prévoir ce pacte de tontine. Il doit être prévu dès le départ. Enfin, si les intéressés ne souhaitent pas recourir à ce pacte tontinier, parce qu'il faut quand même avoir conscience des effets, le survivant se retrouve seul propriétaire. On évoquait tout à l'heure la réserve héréditaire. Je sais, monsieur le professeur, vous y êtes très attaché, comme d'ailleurs les notaires. Le pacte de tontine, c'est un moyen, finalement, de déshériter ses enfants. À partir du moment où les conditions ont bien été respectées au départ, le bien ne se retrouve plus dans le patrimoine du défunt. Donc attention, et si vous voulez, certaines personnes ne souhaitent pas recourir à ce pacte, eh bien on pourra tout simplement leur proposer d'insérer dans l'acte d'acquisition une clause d'acquisition ou d'attribution des droits indivis du prémourant, alors qui leur assurera simplement la priorité pour pouvoir être propriétaire de l'entier immeuble en l'acquérant ou en se le faisant attribuer dans un partage. Alors évidemment, il y aura un prix à payer ou une soulte, ça ne se fera pas à titre gratuit, mais en tout cas, le résultat sera tout aussi efficace. Alors au-delà, vous voyez, de ces enjeux juridiques, acquisition de l'immeuble, conservation, quelles sont les modalités qui peuvent être mises en place, l'ingénierie patrimoniale, elle va trouver également à s'exercer, et je dirais c'est presque son terrain d'élection, en matière d'imposition du patrimoine immobilier. Donc c'est ce que je vais aborder dans un deuxième point, l'imposition du patrimoine immobilier. Alors la propriété d'un bien immobilier va engendrer plusieurs sources d'imposition. Ça commence dès l'acquisition, puisque vous allez payer une taxe de publicité foncière au profit des collectivités locales et de l'État. Ensuite, le propriétaire sera redevable d'une taxe foncière, d'une taxe d'habitation, sauf à rentrer bien évidemment dans des hypothèses d'exonération. Mais ce n'est pas à ce stade que l'ingénierie patrimoniale trouvera à s'exercer. Ce n'est qu'ensuite, après l'acquisition, et en particulier lors de la détention de l'immeuble, et ensuite lors de la transmission de l'immeuble, qu'il s'agisse d'ailleurs d'une mutation à titre onéreux ou d'une mutation à titre gratuit. L'imposition lors de la détention de l'immeuble. L'acquisition d'un immeuble peut répondre à différentes préoccupations, besoin de se loger ou investissement locatif. Mais dans ce dernier cas, la question de l'imposition des revenus fonciers va évidemment se poser immédiatement, et comme je le disais tout à l'heure, ces revenus fonciers sont les plus taxés. Mais qu'il s'agisse d'investir dans un immeuble de rapport ou de faire l'acquisition de son logement, l'impôt sur la fortune immobilière est susceptible de s'appliquer également. Dans les deux cas, l'ingénierie du patrimoine immobilier va consister à minimiser l'impôt dû, si c'est possible. La taxation des revenus fonciers, tout d'abord, évidemment, comme je l'ai dit, ces revenus sont fortement taxés et les moyens finalement de réduire l'imposition sont assez limités. Alors, quelles sont les impositions ? Vous avez l'impôt sur le revenu et puis vous avez également les contributions sociales, CSG, CRDS, prélèvements sociaux, etc., qui se montent aujourd'hui à 17,20%. Et c'est ça surtout qui, effectivement, est sensible. Alors, la mise en place du prélèvement à la source, depuis le 1er janvier 2019, n'y change rien. Simplement, l'impôt sur les revenus fonciers et les prélèvements sociaux sont payés sous forme d'acompte, alors mensuel ou trimestriel, il y a une option à exercer, et prélevé directement sur le compte du contribuable. À ce stade, il va donc falloir optimiser la déduction des frais et charges afin de minimiser le revenu net imposable, voire peut-être de générer un déficit foncier. Et là, on rentre évidemment dans des schémas beaucoup plus intéressants. Alors, l'article 31 du Code général des impôts fournit la liste des charges qui sont déductibles pour la détermination du revenu net imposable. Ces déductions sont réunies dans 9 chapitres différents. Alors, je vous rassure immédiatement, je ne vais pas les aborder. Je citerai simplement le chapitre 3 qui est relatif aux dépenses de travaux, puisqu'effectivement, les travaux, ça peut représenter un poste important. Mais les propriétaires de logements qui sont donnés en location peuvent également bénéficier de certains avantages fiscaux. Ces régimes sont très nombreux, je les évoquais tout à l'heure
indirects. Ils sont très nombreux et variables, mais ils tendent à se pérenniser dans le temps. Pourquoi? Parce qu'il y a besoin de créer des logements. Et on sait bien que pour inciter à la création de logements, il faut également y associer des avantages fiscaux. C'est ce qui explique très certainement leur longévité. Schématiquement, on peut distinguer deux types, si vous voulez, de régimes fiscaux. Vous avez tout d'abord ceux qui vont permettre de bénéficier d'une réduction d'impôts. C'est lié du Flot, Pinel, de Normandie pour les plus récents. Il y a d'ailleurs un très bon moyen mnémotechnique pour les étudiants pour retenir le nom des ministres du logement. Vous regardez les lois fiscales et vous les avez. Voilà, donc ça, c'est effectivement ce qui permet d'obtenir une réduction d'impôt. Et puis vous avez les régimes qui permettent de bénéficier d'une diminution du revenu imposable. Alors c'était les régimes Périssol, Besson, de Robien, Borloo. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de ces régimes qui ne sont plus effectivement éligibles aujourd'hui, mais dont les effets se perpétuent encore. Alors cette défiscalisation immobilière est très intéressante, bien sûr, mais il ne faut pas oublier qu'il s'agit aussi d'un investissement immobilier. Donc je dirais la carotte fiscale ne doit pas être l'unique prisme qui va permettre effectivement de faire le choix, même si malheureusement c'est le cas. Alors c'est vrai que c'est ce gain fiscal qui est souvent mis en avant par les commerciaux, des programmes immobiliers, mais ça ne doit pas être effectivement le seul élément de la réflexion. L'objectif doit rester la constitution, doit être la constitution d'un patrimoine immobilier dans des conditions fiscales attrayantes. Alors, au-delà de la taxation des revenus fonciers, va se poser la question de la taxation du patrimoine immobilier. Et ici, on a également un certain nombre de taxes. Taxe foncière, je l'avais dit, taxe d'habitation, vous avez la taxe sur les logements vacants, et puis vous avez surtout l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. J'aime beaucoup l'IFI, beaucoup l'étudier. C'est un régime tout à fait intéressant, et je vais vous expliquer pourquoi. Cet impôt sur la fortune immobilière, il a remplacé l'impôt sur la fortune au 1er janvier 2018. En sont redevables les personnes physiques qui sont domiciliées fiscalement en France et dont le patrimoine immobilier excède le seuil d'1 300 000 €. On va me dire, bon, 1 300 000 €, ça laisse déjà un peu de marge. Après, tout dépend effectivement dans quelle commune on se trouve. Si vous êtes à Paris, on y arrive très vite. Voilà. Alors, c'est un impôt déclaratif qui porte sur les biens immobiliers situés en France et à l'étranger, étant précisé, comme j'avais dit tout à l'heure, que la résidence principale bénéficie d'un abattement de 30% sur la valeur. Il y a un certain nombre d'exonérations qui sont prévues, comme c'était le cas pour l'ISF. En fait, c'est un copier-coller finalement du régime de l'ISF. On a juste changé le nom et puis voilà, c'était l'ISF, c'est l'IFI, mais les règles restent les mêmes, notamment pour les biens immobiliers professionnels qui sont exonérés, les dettes à la charge du contribuable au 1er janvier de l'année d'imposition qui sont déductibles. Donc tout ça, évidemment, va minimiser la valeur imposable. Mais l'IFI va s'imposer, va s'appliquer plus exactement, dès lors que le patrimoine dépasse 1 300 000 €, en application d'un barème progressif, qui est d'ailleurs le même que celui de l'ISF. Mais dès lors que ce seuil d'1 300 000 € est dépassé, ne serait-ce que d'1 euro, alors ce serait quand même dommage pour 1 euro, effectivement, de se retrouver assujetti, mais si ça dépasse ne serait-ce que d'1 euro, vous serez imposé dès 800 000 €. Puisqu'en fait, la première tranche d'imposition va de 800 000 € à 1 300 000 € au taux de 0,50%. C'est pour ça que je disais que c'était un impôt qui était quand même très, très intéressant. Alors évidemment, il y a un système de décote pour les dépassements qui sont, je dirais, limités, mais il n'empêche que vous serez assujetti à cet IFI. Alors, pour ne pas alourdir son IFI, ou alors pour ne pas atteindre ce seuil, évidemment, d'imposition, le seuil de déclenchement, il faudra orienter ces investissements vers des biens qui sont exonérés en totalité ou partiellement. Les bois et forêts, par exemple, voilà, ça a pris pas mal de valeur ces dernières années. Les parts de GFA, les biens ruraux donnés à long terme, etc. Donc vous permettront effectivement d'échapper à ces impôts, en tout cas de les limiter. Alors, au-delà de l'imposition, je dirais, de la détention du patrimoine, les revenus et le patrimoine lui-même, va se poser la question également de l'imposition du patrimoine immobilier lors de la transmission de l'immeuble.
Si la propriété immobilière constitue un enjeu juridique et économique, comme je l'ai dit, elle constitue également un enjeu fiscal, comme nous venons de le voir. Alors ce sera particulièrement visible lors de la transmission de l'immeuble, qu'il s'agisse d'ailleurs d'une vente, donc d'une mutation à titre onéreux, qui va poser la question de l'imposition sur la plus-value, ou qu'il s'agisse d'une donation susceptible de générer évidemment des droits de mutation à titre gratuit. Dans les deux cas, l'ingénierie du patrimoine immobilier va consister à rechercher les moyens de limiter le poids de ces impôts. Et à cet égard, évidemment, la réserve d'usufruit sera tout à fait intéressante à utiliser. Alors tout d'abord, l'impôt sur la plus-value en cas de vente. La vente d'un immeuble bâti ou non bâti d'ailleurs constitue le fait générateur de cet impôt. La plus-value imposable résultant de la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition, alors avec quelques correctifs et effectivement un abattement pour durée de détention. Il y a un certain nombre d'exonérations, je ne rentrerai pas dans le détail, je citerai simplement la résidence principale. Aujourd'hui, voilà, on est exonéré quand on vend sa résidence principale. On avait entendu parler à un moment donné de remise en cause, est-ce que c'était opportun, etc. Ça n'a pas été fait et espérons que ça ne soit pas le cas. Mais dès lors que vous n'êtes pas dans un cas d'exonération, vous serez imposé sur la plus-value au taux de 19% avec éventuellement une taxe supplémentaire en cas de plus-value imposable supérieure à 50 000 euros. Mais ça ne s'arrête pas à cet impôt de 19%, qui est un impôt sur le revenu. Vous aurez également des prélèvements sociaux. Alors, CSG, alors je ne résiste pas au plaisir de vous les citer. CSG, CRDS, prélèvement social, contribution additionnelle, solidarité, autonomie au prélèvement social et prélèvement de solidarité. Enfin, globalement, 17,20%. Donc 19 plus 17,20, si je compte bien, ça doit faire 36,20%, donc ça fait bien plus d'un tiers. Alors il y a une subtilité quand même dans la position sur la plus-value, là encore, c'est tout à fait intéressant de la part du législateur fiscal, c'est que vous êtes exonéré d'imposition sur la plus-value à partir du moment où vous êtes propriétaire depuis 22 ans, mais par contre, vous n'êtes exonéré des contributions sociales et autres qu'à partir du moment où vous êtes propriétaire depuis 30 ans. Voilà, 22, 30. Alors les gens viennent nous voir en disant ça fait 22 ans, je suis exonéré. Oui, vous êtes exonéré effectivement d'impôt sur la plus-value. Par contre, vous aurez quand même 17,20% de contributions sociales, sachant que pour ces contributions sociales, la dégressivité est très forte dans les dernières années. Donc souvent, la facture est assez lourde. Donc, il peut être tentant, alors là, le professeur Grimaldi ne va pas du tout apprécier ce que je vais dire, mais tant pis, j'ose quand même, il va être tentant de purger cette plus-value en recourant à une donation avant cession. On parlait de fictivité, mais là, je dirais que ce n'est pas un schéma fictif. Puisque une opération de donation avant cession, effectivement, va permettre d'échapper à l'impôt sur la plus-value, et je vais vous expliquer comment. Alors c'est vrai que cette pratique est plutôt utilisée pour cession de titres de société, vous en parlerez peut-être tout à l'heure, monsieur le professeur, mais on pourrait effectivement l'envisager en matière immobilière. Il faut toutefois se trouver dans une hypothèse particulière, qui est celle où une personne souhaite effectivement donner à ses enfants une somme d'argent. Et pour donner cette somme d'argent, elle a un immeuble qu'elle veut vendre, évidemment, pour disposer du prix. Eh bien, plutôt que de faire cette opération dans ce sens, je vends, je suis imposé sur la plus-value, et puis après, est-ce qu'il me restera du prix, je le donnerai à mes enfants, on va plutôt, si vous voulez, donner l'immeuble aux enfants. La donation, évidemment, n'est pas imposée sur la plus-value, donc vous allez réévaluer, bien évidemment, votre immeuble. Et puis ensuite, ce sont les enfants qui vendront cet immeuble. Et à ce moment-là, ils ne seront pas imposés sur la plus-value puisque vous aurez un prix d'entrée dans le patrimoine, la donation, qui sera équivalent au prix de cession. Donc la vente ne générera pas de plus-value imposable car cette plus-value aura été purgée à l'occasion de la donation. Alors, évidemment, il faut faire attention quand même à la pratique, si vous voulez, de cette opération, puisque les services fiscaux, l'administration fiscale est particulièrement vigilante à ce type d'opération. Il ne faudrait surtout pas que le prix de vente ne se retrouve dans le patrimoine du donateur. Parce que là, pour le coup, effectivement, ce serait embêtant.
Mais en tout cas, si cette volonté est bien celle que j'ai exprimée, pourquoi pas effectivement utiliser ce montage. Et puis enfin, pour en finir, je vais évoquer l'impôt exigible en cas de donation, donc pour les mutations à titre gratuit. Le professeur Grimadi nous l'a expliqué, la transmission du patrimoine interviendra souvent par voie de donation ou donation-partage, dans un souci évidemment d'anticipation patrimoniale qui est tout à fait légitime, puisque en anticipant la transmission de ce patrimoine, et notamment du patrimoine immobilier, eh bien, on va alléger, je dirais, le coût fiscal. La fiscalité applicable est connue, hein, elle a été évoquée, c'est un abattement, donc qui est de 100 000 € aujourd'hui pour les enfants, et puis l'application ensuite d'un barème progressif pour le calcul des droits. Mais d'autres stratégies vont permettre de réduire le poids des droits de mutation. Effectivement, la loi du 23 juin 2006 a ouvert la possibilité de consentir des libéralités graduelles et résiduelles. Elles ont été évoquées tout à l'heure. Dans les deux cas, vous avez en fait une double transmission qui est prévue, en faveur d'un premier gratifié d'abord, et puis ensuite en faveur d'un second gratifié. La différence entre les deux s'apprécie au décès du premier gratifié. Dans le cas d'une libéralité graduelle, c'est l'objet de la donation initiale qui va être transmis au second gratifié. Ce qui veut dire très concrètement que le premier gratifié, il aura la jouissance de l'immeuble, mais il ne pourra pas en disposer. Alors que dans le cas d'une libéralité résiduelle, c'est ce qui en subsistera, d'où le terme. Donc c'est un héritage, si vous voulez, de ce qu'on appelait le legs des résiduaux, qui avait été effectivement admis par la jurisprudence. Alors la fiscalité de ces libéralités est concentrée à l'article 787C du Code général des impôts et elle s'applique de la manière suivante. Donc, lors de la transmission initiale, le donataire évidemment institué en premier est redevable des droits de mutation à titre gratuit, je dirais dans les conditions de droit commun. Le donataire institué en second, lui, évidemment, n'est redevable d'aucun droit. Il ne reçoit rien, de toute façon. Au décès du premier donataire, le bien donné va être taxé d'après le degré de parenté qui existe entre le donateur et le second gratifié. Mais ce qui est intéressant, c'est que les droits qui auront été acquittés par le premier gratifié vont venir s'imputer sur ceux qui seront dus par le second donataire. Donc c'est une règle fiscale qui, effectivement, est particulièrement avantageuse et qui permettra de réaliser quelques économies. Mais la loi du 23 juin 2006 a également instauré la donation-partage transgénérationnelle, qui est également tout à fait intéressante, puisque c'est un vecteur qui favorise notamment la transmission du patrimoine immobilier aux générations les plus jeunes. L'idée, c'est ça. On vit de plus en plus longtemps, et tant mieux. Donc on peut arriver à un moment où finalement, voulant faire une donation à son enfant, l'enfant va vous dire « tu es gentil, mais moi j'ai déjà un patrimoine, j'ai tout ce qu'il me faut. Par contre, mes enfants, eux, si tu souhaites leur donner, ça serait beaucoup plus intéressant. » Eh bien, la donation-partage transgénérationnelle, c'est ce qui permet effectivement de réaliser ces donations. Alors le donateur pourra allotir ses enfants et ses petits-enfants, ou simplement ses petits-enfants, dont les parents, évidemment, ont consenti à l'allotissement à leur place. Alors, ce qui est intéressant, si vous voulez, dans cette donation-partage transgénérationnelle, c'est qu'on pourrait considérer effectivement qu'elle permet une double transmission. Alors, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, vous disiez on va donner à l'enfant, puis l'enfant va donner à son enfant. Oui, on pourrait s'engager dans un schéma comme celui-là. Bon, l'intérêt, c'est d'avoir 100 000 € d'abattement à chaque fois. Alors après, il y a la question, effectivement, de la fictivité qui pourrait se poser si on fait ça en l'espace d'une journée. Mais chacun, finalement, va bénéficier de son abattement. L'enfant, 100 000 €, le petit-enfant, 31 865 €. Alors c'est vrai que de prime abord, on pourrait se dire, fiscalement, la donation-partage transgénérationnelle, ce n'est pas très intéressant. Il y a quand même deux avantages. Tout d'abord, elle évite une double mutation, et donc une double fiscalité, et elle préserve, effectivement, l'abattement fiscal du petit enfant vis-à-vis de son auteur. Donc si son auteur veut lui faire des donations, eh bien, l'abattement de 100 000 € sera entièrement disponible, et en plus, il aura bénéficié de son abattement de 31 865 € vis-à-vis de son grand-parent. Et puis ensuite,
L'incorporation de donations antérieures dans une donation-partage transgénérationnelle va permettre l'application d'un régime fiscal beaucoup plus intéressant, puisque les biens qui sont ainsi réincorporés, qui pourront être attribués aux petits-enfants, le seront moyennant le seul paiement du droit de partage et pas effectivement des droits de mutation à titre gratuit. Alors là aussi, bon, il y a un dispositif anti-abus qui a été mis en place par le Code général des impôts, mais dans tous les cas, effectivement, ce sera un bon moyen de transmettre son patrimoine. Alors il y a une proposition de loi qui vient de surgir, hein, un groupe de sénateurs, hein, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui prévoit effectivement un certain nombre de nouvelles dispositions en matière de fiscalité successorale et des donations. Alors bon, on verra ce qu'il adviendra de cette proposition. Hein. Sénateur socialiste. Voilà, tout à fait, oui. Et il propose notamment, ce que je trouve d'ailleurs intéressant, c'est de remonter l'abattement de 100 000 euros à 150 000 euros, et notamment aussi pour les petits-enfants. Donc c'est plutôt, je dirais, quelque chose qui pourrait redonner un petit peu de vigueur à la donation-partage transgénérationnelle, parce que je ne sais pas si mes confrères ici présents on en fait beaucoup depuis 2006, mais moi personnellement, j'ai jamais eu l'occasion d'en faire. Donc je pense qu'il y a quand même une volonté de transmission qui est intéressante, mais qui n'est pas accompagnée d'un régime fiscal suffisamment incitatif et qui finalement ne permet pas de l'appliquer pleinement. Donc voilà, j'en terminerai par là. Alors effectivement, sur le patrimoine immobilier, il y aurait encore beaucoup à dire. On ne peut pas tout dire aujourd'hui. Ce que je dirais simplement, c'est que l'ingénierie du patrimoine immobilier, c'est quelque chose effectivement qui doit être examiné, je dirais, longtemps en avance, hein, puisque c'est dans le temps, effectivement, que les stratégies patrimoniales doivent se construire. Hein, c'est pas dans la précipitation. Voilà, on y pense, on veut tout faire. Non, il faut s'inscrire dans le temps. Et à ce titre-là, il n'est jamais inutile, effectivement, de prendre des informations nécessaires, notamment auprès de son notaire, le cas échéant. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.